France24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Se reproduire, a priori, c'est un acte totalement naturel. Il suffit d'avoir des rapports sexuels régulièrement et très vite, la femme se retrouvera enceinte, à condition bien sûr qu'elle soit encore en âge de procréer. Pourtant, de nombreux couples rencontrent des problèmes de fertilité, plus particulièrement à cause de la femme, semble-t-il. Eh bien, je vous propose qu'en compagnie de Michel Odoul, on tente de mieux comprendre ce que nous dit notre corps quand il dit non à notre désir d'enfant. Alors, qu'est-ce que ça raconte sur nous, bien sûr, sur l'homme, sur la femme, mais également qu'est-ce que ça raconte sur le couple, parce qu'on sait parfois que une femme n'arrive pas à avoir un enfant avec tel homme, et puis avec un autre homme, ça marche. On essayera aussi de mieux comprendre ce désir d'enfant qui n'est pas le même pour chacun. En tout cas, si vous avez eu du mal ou si vous avez du mal à réussir à avoir un enfant, c'est peut-être le moment ou jamais de venir, de témoigner. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Michel Odoul. Bonjour Brigitte. Alors vous êtes fondateur de l'Institut français de Shiatsu, vous êtes formateur de nombreuses personnes qui pratiquent le Shiatsu. Je rappelle d'ailleurs que si on a envie de trouver un praticien, on va sur votre site et il y a toute une liste de personnes compétentes. Et vous êtes évidemment l'auteur de cette Bible, j'adore dire ça. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, qui est sorti aux éditions Albin Michel et qui vient de ressortir avec plus... version augmentée, oui. Voilà, c'est ça, il y a une quarantaine de pages en plus où j'aborde un certain nombre de pathologies entre guillemets actuelles, comme par exemple la fibromyalgie, la désespérance, les apnées du sommeil, etc. Voilà. Etc. Et puis, comme hier et comme demain, on va jouer également avec notre jeu sapin de Noël, et ça je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Alors la fertilité, l'infertilité, on n'en a jamais parlé depuis que vous venez m'accompagner. C'est pourtant un sujet essentiel, c'est quand même le sujet de l'humanité, se reproduire. Oui, c'est un sujet essentiel, c'est un sujet sensible. Parce que bien entendu, aujourd'hui, il faut être extrêmement prudent sur ce que l'on dit, parce que quand on parle de responsabilité, tout de suite, ce qui est entendu, c'est culpabilité, c'est-à-dire qu'on rentre dans une dimension émotionnelle qui exagère ce qui est dit dans le propos. Comme vous l'évoquiez, oui, dans les problématiques et les questions de fertilité, il y a sans doute quelque chose qui a à voir avec la femme et le féminin, mais on verra qu'on fera le tour. Et que ça n'est pas non plus aussi simple et aussi limité que ça. Et comme vous le disiez, il y a des situations assez étonnantes où des personnes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, le couple change et à ce moment-là, il y a un enfant qui arrive. On verra quel est le contexte et si c'est uniquement lié au fait de changer de partenaire ou si c'est lié aussi au fait qu'à partir du moment où on change de vie, il y a quelque chose d'autre qui se transforme. Il y a un élément aussi assez étonnant et qui va peut-être aussi évidemment raconter la même chose que ce que vous venez de dire. Vous avez des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui finissent par adopter un enfant, et une fois qu'ils ont adopté un enfant, ils ont un enfant naturel, comme s'ils avaient la permission maintenant. Ou même avant, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est et on verra, parce que ça c'est une des clés dans la manière avec laquelle on peut décoder ce qui se passe dans les problèmes de fertilité, ou plutôt d'infertilité. Non mécanique ou traumatique, c'est-à-dire pas sans obturation des trompes ou spermatogénèse nulle, mais sinon, effectivement, il y a des situations qui sont assez troublantes, qui est que on essaye des FIV, on essaye, ça ne marche pas, on essaye d'adopter, mais c'est un processus très long et très compliqué, etc. Et donc, à un moment donné, on abandonne, on lâche, et à ce moment-là, de façon assez troublante, dans les semaines qui suivent, eh bien, très fréquemment, il arrive que la femme soit enceinte. Et là, il y a une vraie question à se poser de qu'est-ce qui a changé. Le lâcher prise, évidemment. Qu'est-ce qui a changé ? Voilà. La question du désir d'enfant, c'est peut-être aussi le sujet qu'on peut aborder aujourd'hui avec certains auditeurs s'ils ont envie. Le désir d'enfant, au départ, c'est d'abord un désir de se reproduire, de quelque part reproduire nos gènes, au sens tout à fait inconscient, symbolique du terme. Et puis après, on voit bien que le désir d'enfant, il est très variable suivant les gens. Il y a des personnes qui veulent absolument avoir des enfants pour former une famille, d'autres qui sont amoureux et qui ont envie de créer un enfant de cet amour. Il y en a que c'est pour toucher les allocations familiales.
Vous allez encore c'est mon vous faire des franc-parler, amis. on est sur Vous allez Sud vous Radio. faire des amis, Brigitte, je pense. Oui, mais excusez-moi, c'est vrai. Oui, c'est-à-dire qu'il y a tous les cas de figure et que c'est une question véritable. C'est une question qu'est-ce qu'il y a derrière le désir d'enfant? On fait un enfant pour qui? Pour soi ou pour l'enfant ou ou pour la société. Ça, c'est vraiment le premier champ des questions. Le deuxième champ des questions, il est jusqu'où va-t-on dériver dans cette direction-là? C'est-à-dire que est-ce que c'est quelque chose, comme on l'entend beaucoup dire aujourd'hui, qui est devenu un droit? Qu'est-ce que ça veut dire? Et d'où les Normalement, dérives de GPA, etc., pour les couples d'homo. Quel droit a-t-on etc. sur l'humain? Oui. C'est vrai que cette question du désir d'enfant, finalement, c'est une question que peu de gens se posent réellement. Oui. Ils ont envie d'avoir un enfant, voilà, Oui. mais est-ce qu'ils ont la capacité à être parents, par exemple? Je vais Qu'est-ce encore que ça me veut faire dire? des amis. Oui. Je suis très en forme. Je vous sens bien là. Vous êtes en pleine restructuration, si j'ose dire. On pourrait dire ça. Vous savez, parfois, quand le corps est un peu immobilisé, Voilà. là-haut, ça fonctionne. Il y a des beaucoup. choses qui se libèrent Voilà. ailleurs. Voilà. Mais c'est-à-dire que si vous voulez, on verra même au-delà de cela. C'est-à-dire que par exemple, dans certaines problématiques que peuvent avoir des jeunes femmes qui sont enceintes, et notamment dans le cadre du premier enfant, il peut y avoir des insécurités, des peurs ou des choses comme ça qui vont aller jusqu'à être ce qui se cache derrière les nausées qui apparaissent dans les premiers mois et un certain nombre d'autres difficultés. Et donc, évidemment que le désir d'enfant et l'arrivée et l'émergence éventuelle d'un enfant dans une vie, c'est quelque chose qui est loin d'être neutre. C'est-à-dire que c'est un truc qui est, si j'osais dire, et sans mettre de notion de valeur sur le terme, c'est monstrueux. C'est-à-dire que c'est énorme, c'est tout un bouleversement. Oui, il y a vraiment à intégrer qu'à partir du moment où l'enfant arrive, ce ne sera plus la même vie qu'avant. Et qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il va falloir accepter qu'on ne soit plus en capacité ou en possibilité de le faire. Moi, j'ose le dire, puisque j'ai pas eu d'enfant, donc je suis tranquille. Hein. J'ose dire que quelque part, c'est une privation de liberté totale. Le fait d'avoir un enfant, c'est un être qui va passer avant nous. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on traite souvent d'égocentrique ou d'égoïste les femmes qui désirent ne pas avoir d'enfant. Et pourquoi pas d'ailleurs Non, je pense pas qu'on puisse amener les choses. Et si on est dans ce vocabulaire-là, c'est pas bon du tout, parce que c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Ou sinon, à ce moment-là, il faut que tout le monde fasse un enfant parce que la société ou la famille ou la religion pense que c'est comme ça que ça doit se faire. C'est pas tout à fait ça. Non, on a la chance aujourd'hui que ce soit quand même un choix individuel, libre. Et que dans les principes de vie, si vous voulez, il y a différentes manières d'avoir des enfants. Bien sûr. Mais ce qui est dommage souvent, je trouve, c'est que ce désir d'enfant, qui est tout à fait respectable et honorable, bien sûr, cache parfois une incapacité à se mettre au monde. Il y a ça, ou il y a même malheureusement parfois pire que ça, plus dramatique que ça, où combien de fois des enfants ont été faits parce qu'on croyait que c'est ça qui allait rattraper un couple à la dérive. C'est vrai aussi, bien sûr. C'est vraiment une vraie question. C'est vraiment une vraie question de fond. Et qu'est-ce que vous diriez sur justement le désir d'enfant chez l'homme? Il est beaucoup plus complexe et finalement on en parle très peu. Oui, je suis bien placé pour en parler. Alors c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement compliqué parce qu'il y a à la fois un besoin de féconder de la vie et donc d'être quelqu'un qui à un moment donné se dit que entre guillemets, soit sur le plan sociétal, la lignée va être perpétuée, le nom va être continué, etc., qui peut être la première des choses. Et deuxièmement, ça peut être aussi la manière avec laquelle l'homme ait besoin quelque part d'avoir un retour sur la puissance qu'est la sienne. Et la manière avec laquelle, donc, il a pu laisser une trace, etc. Et puis après, il peut y avoir aussi une peur viscérale de la responsabilité que ça implique. Parce que l'homme a plutôt tendance, face à un certain nombre de situations et de responsabilités, notamment face aux émotions, à fuir. Et donc, le rapport à l'enfant est quelque chose qui est... Voilà. Et la troisième des choses qui est compliquée dans cette vie-là, c'est dans ce moment-là, dans le moment où on devient père, c'est parfois des vécus ou des ressentis, à tort ou à raison, un peu d'exclusion. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du couple, l'homme se pose la question à un moment donné, c'est la pièce de la rapportée, place qui est la sienne, et de dire qu'il est finalement peut-être un intrus à l'intérieur de tout ça, parce qu'il y a une telle relation de puissance symbiotique et profonde entre la mère et l'enfant,
que lui, à tort, va peut-être sentir que il n'a pas sa place là, dans ça. Et c'est là où commencent à arriver les moments où on écorne les contrats et où il y a des, on va dire, des bugs qui commencent à se mettre en place dans la relation de couple. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué. En tout cas, il est certain que le désir d'enfant, qui est quelque chose qui est fort et qui est puissant, il doit être associé aussi au fait de prendre en place et de mettre en place la responsabilité qu'est la sienne. C'est pas un jeu d'avoir un enfant. Et alors, j'imagine aussi, et ça on le verra en fonction des appels qu'on a, Michel Odoul, j'imagine aussi que ce qui empêche d'avoir un enfant, symboliquement, c'est pas la même chose si c'est un problème d'utérus ou un problème d'ovaire ou un problème... Il va y avoir une symbolique globale qui est qu'on retrouve très fréquemment dans beaucoup de situations d'infertilité, qui est un déséquilibre du pH acide de la muqueuse. La muqueuse utérine, elle a besoin d'avoir un pH un peu moins acide que le reste du corps pour pouvoir permettre aux spermatozoïdes d'aller à la rencontre de l'ovule et de permettre la nidification. Lorsque le pH acide de la muqueuse est un petit peu trop fort, à partir de ce moment-là, les spermatozoïdes, ils n'arrivent pas à bon port. Et oui, comme il meurt avant, oui. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est un déséquilibre qui apparaît chez un certain type psycho-émotionnel de femmes et qui fréquemment, malheureusement, choisissent un conjoint dont la spermatogenèse n'est pas du top. Comme par hasard. Et donc, voilà. Et donc, la résultante fait que, bien sûr, que c'est l'ensemble du couple qui participe à la non-fertilité. Bon, en tout cas, on va réagir avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. C'est un sujet essentiel. Ça nous parle à tous, je crois, ce désir d'enfant ou pas. Eh bien, vos témoignages seront les bienvenus. On va commencer avec Valérie, qui est mère de 2 enfants et qui, justement, va nous parler de tout ça dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Désir d'enfant, fertilité, infertilité, on en parle avec Michel Odoul qui est avec nous jusqu'à 16h et avec vous bien sûr au 0826 300 300. On commence avec Valérie. Valérie, vous êtes mère de 2 enfants, je crois, qui sont grands aujourd'hui. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci. Oui, c'est ça, je suis mère de 2 enfants. Et bonjour. Vous allez témoigner donc déjà, c'était un désir d'avoir des enfants, mais vous avez quand même eu un rapport à votre corps qui était pas simple, je crois. Non, c'est tout à fait, c'est ça. Voilà. Mais en fait, le désir d'enfant, il est arrivé à la trentaine. J'étais à l'époque très catholique, pratiquante, etc. Il fallait donc se marier et avoir des enfants. Donc j'ai convaincu mon compagnon de l'époque, on s'est mariés. Et en fait, je tombais pas enceinte. Mais pourquoi ? C'est aussi parce qu'en parallèle, c'est franchement des problèmes familiaux qui sont quand même à l'origine. J'étais anorexique, je ne mangeais pas parce que je voulais être filiforme, mais je ne supportais pas d'avoir de l'embonpoint. En gros, j'ai jamais été grosse, mais j'étais persuadée que j'avais du surpoids. Donc je faisais du 34-36 et en fait... Cela dit, la nature est bien faite. Quand on est anorexique, en général, on ne peut pas être enceinte parce qu'on n'a pas de quoi... le corps n'a pas de quoi nourrir un autre être. Oui, il y a un déséquilibre hormonal, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, le rapport effectivement à la nourriture est tellement coercitif que si en plus on est enceinte, on risque de mettre le fœtus en péril. Et la troisième des choses, c'est que dans ce qu'est effectivement le regard que l'anorexique porte sur elle, vous l'avez très bien dit d'ailleurs, les anorexiques, ça peut sembler troublant, mais quand ils se voient dans une glace, ils se voient et ils se pensent gros. Et donc, ils vont encore avoir une contrainte encore un peu plus forte à l'alimentaire. Mais il faut savoir que la capacité à maîtriser, à gérer les choses et à se générer des contraintes, ça n'existe pas comme ça dans l'abstrait par hasard, ça fonctionne en lien avec le système neurovégétatif, avec le système endocrinien, ça génère une acidité corporelle supérieure à la moyenne, et de ce fait, effectivement, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, ça augmente le niveau d'acidité de la muqueuse utérine et ça rend la nidification encore un petit peu plus compliquée, sans parler des conséquences hormonales, parce que souvent, les femmes anorexiques n'ont pas de règles ou ont des règles extrêmement compliquées, difficiles, irrégulières ou autres. Et donc effectivement, l'ensemble du terrain montre que, comme le dit Brigitte, la nature entre guillemets est bien faite, c'est-à-dire que
Au-delà d'ailleurs, parce que ça mettrait sans doute à mal la mère anorexique d'avoir à nourrir en plus et à porter un enfant, mais elle protège aussi l'enfant qui éventuellement pourrait arriver. Oui, Valérie, vous êtes toujours avec nous ? Oui. Oui. Tout à fait. Oui, mais c'est exactement ce constat. En fait, bon, je faisais beaucoup attention à mon poids et donc j'étais très mince. Et au fil j'ai eu pas mal d'échanges avec les médecins. Mon médecin généraliste m'a dit que j'avais une ménopause anticipée. Alors j'étais dévastée. Et ensuite, au fil des échanges, je suis tombée sur une experte en stérilité qui m'a dit, écoutez, madame, vous savez quoi, vous n'avez pas assez de gras, c'est exactement ce que vous dites, Brigitte. Vous n'avez pas assez de gras, il faut manger, il faut prendre du poids et vous allez voir que vos hormones, vous allez réavoir les hormones. Et alors, il s'est passé combien de temps ? Moi, je suis toujours très étonnée entre le moment donc, où vous désirez d'avoir un enfant et le moment où vous rencontrez enfin cette personne qui vous donne la bonne piste. 3 ans, je dirais. Oui, 3 ans de perdu, oui. Bon, d'accord. Ouais, c'est ça. 3 ans, ouais. Et oui, tout à fait. Et, parce que votre premier médecin, il aurait pu vous le dire, hein, normalement. Mais bon, passons. Ouais, mais vous voyez, non, c'était une gynécologue qui m'avait dit ça. En même temps, les 3 ans vous ont permis de mûrir la chose. Vous ont permis peut-être d'évoluer, de progresser par rapport au regard que vous portiez sur vous. Ah non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me suis enfermée. Vous savez, j'étais dans un processus catho, rigide, etc. Donc tout ça. Ouais, et donc je suivais la règle. J'ai suivi la règle. Je mangeais. Vous savez, on faisait la courbe des températures. Et donc quand il y avait le pic, je disais à mon conjoint, écoute, c'est maintenant. Et vous imaginez ce qui s'est passé. C'est-à-dire que lui, il a pris peur. Ça l'a vraiment énervé. Il a fait un spermogramme qui en parallèle était désastreux. Et du coup, en fait, ce que j'ai compris, c'est que au bout d'un an, je me suis aperçue qu'il avait quelqu'un d'autre. Quand je suis tombée enceinte, quand j'ai découvert que j'étais enceinte, puisqu'en fait, j'ai eu la poitrine qui commençait à gonfler, tout ça, je me suis rendu compte. Et là, il est parti parce que il m'a dit, écoute, ça fait 1 an que j'ai rencontré quelqu'un de mieux que toi. Il y a trop de stress, quoi. Et par contre, je suis tombée enceinte d'une façon déconcertante parce qu'il m'a dit, je comprends pas comment t'as pu tomber enceinte. Je me suis retirée. Donc, j'ai pas été jusqu'au bout. On a fait ça une fois. Ouais, donc, il n'avait pas compris. Alors, si, parce qu'il y a avant l'éjaculation, il y a souvent quelques spermatozoïdes qui sont dans le liquide préséminal. Bon, mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'une fois, même pas un rapport totalement accompli suffit, alors que vous avez dû essayer pendant 3 ans. Donc, c'était le moment. C'est ça, en fait, oui, pendant ces 3 ans-là, pendant 1 an ou 1 an et demi, il a joué le jeu et après il s'est éloigné. Il avait plein d'activités, on avait plus nos vacances ensemble, etc. Et donc, il a eu une vie parallèle, donc il y avait quasiment plus de rapport. Et donc là, quand une fois il y en a eu un, pop, je suis tombée enceinte. Oui. Et le deuxième enfant, c'est avec lui que vous l'avez eu aussi ou pas ? Ah ben non, comme il est parti. Bah oui, c'est bien ce qui me semblait. Alors justement, on va essayer de savoir comment le deuxième est arrivé. Valérie, vous restez avec nous, on va vous retrouver après la pause et surtout après notre grand jeu de sapin de Noël sur Sud Radio. C'est maintenant qu'on joue. C'est le moment d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Alors, vous allez peut-être gagner votre séance photo famille avec la Shooting Box ou un séjour pour 4 personnes tout inclus et c'est au parc Futuroscope, bien sûr. Et puis il y a également d'autres cadeaux qui vous attendent au pied de ce grand sapin de Noël Sud Radio. Et non, vous pouvez pas jouer, vous, Michel Audin. Non, pour jouer, eh bien, il faut appeler le 0826 300 300 et c'est le 6e appel qui aura gagné le jouet qui se trouve au pied de ce grand sapin de Noël sur Sud Radio. Et dans un instant, on retrouve notre journaliste Soisic Belin et Valérie qui va nous raconter justement comment est arrivé ce deuxième enfant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Michel Odoul, fondateur de l'Institut français de Chiatsu, nous évoquons les questions d'infertilité. Donc on a déjà compris que l'anorexie, c'était pas l'idéal si on a envie d'être maman. N'est-ce pas Valérie ? En tout cas, oui, c'est arrivé un peu par miracle, si je puis dire, votre premier enfant. Et le deuxième alors ? Le deuxième, c'est un peu la même chose.
En fait, j'allaitais le premier, donc c'était mon souhait. Pourtant, il y a 20 ans, c'était à contre-courant. Et donc, je prenais pas de contraception. Et donc, j'ai mis une contraception locale qui n'a pas fonctionné. Et je me suis retrouvée enceinte du deuxième. Avec un amant de passage, alors ? Ah non. En fait, je me suis retrouvée complètement démunie, enceinte, quittée par mon mari. En plein Paris, donc obligée de retrouver une solution. Et donc je suis tombée, comme je suis du Pays Basque, on m'a présenté un monsieur du Pays Basque et donc qui a pris soin de moi. Et du coup, on a une vie ensemble, si vous voulez. Oui, vous avez été recueillie par cet homme et puis vous avez eu des rapports sexuels. Il n'y a rien de choquant là-dedans, hein, Valérie. Et du coup, je suis tombée enceinte comme ça, parce que je suis finalement très fertile. Alors, ce qui est intéressant, est-ce que vous avez compris alors qu'est-ce qui s'est passé en vous pour que, entre un moment où vous étiez totalement infertile, anorexique, etc., et le moment où vous devenez capable d'être enceinte, même en allaitant, qu'est-ce que ça dit de vous, d'après vous ? En fait, rien d'un point de vue psychologique. J'ai pas trop creusé la question. Alors je vais poser la question à Michel. Alors qu'est-ce que ça dit de Valérie ? Ça vous intéresse, non, peut-être de savoir ce que ça dit de vous, Valérie ? Moi, la question que j'aurais envie de poser comme ça, c'est est-ce que vous pourriez me définir en 2-3 mots votre mère ? Alors ma mère, elle est tout sauf maternelle, et par contre, elle est très fertile. Donc il suffit d'un rapport pour qu'elle ait un enfant. Donc, elle a eu combien d'enfants ? Elle en a eu 4 et un 5e au milieu. Et vous aviez envie de lui ressembler ? Ah, pas du tout. Ah non, c'est une mère qui est vraiment pas top, quoi. Qui est vraiment... Mais alors c'est quoi le 5e au milieu ? Moi je comprends pas là. Alors si je vous racontais, vous allez être un peu effaré. Non mais on adore les histoires incroyables, nous. Hein. Ah ouais, parce que j'ai fait la psychogénéalogie et donc du coup je suis tombée sur ça, j'ai dû creuser la question et pouvoir interroger plein de personnes. Ouais. En fait, je suis l'aînée, il y a ensuite un deuxième qui est arrivé 1 an plus tard et un troisième. Non, attendez, entre le deuxième et le troisième, il y a eu une fausse couche et ma mère qui avait du mal à garder les enfants comme moi, hein, j'ai eu des menaces d'accouchement prématuré elle aussi. Elle a eu un bébé, une fausse couche et elle a mis le fœtus dans un petit flacon avec du formol. D'accord, et c'est celui-là le 5e au milieu. Horrible. Non mais c'est pas ça, c'est qu'en fait au lieu de le garder, d'en prendre soin, j'ai bien entendu, elle a donné à quelqu'un qui n'en a pas pris soin, qui l'a mis dans un grenier. Un enfant l'a pris pour le donner à un prof de biologie. Et c'est vraiment quelque chose d'horrible. Je comprends pas comment une maman puisse ne pas prendre soin de son bébé. Oui, donc j'ai un petit frère qui se balade par là. Vous voyez à travers ça, si vous voulez, combien, dès qu'on commence à gratter un petit peu l'histoire familiale, l'image de la mère a eu énormément de mal à se construire chez vous, voire même elle s'est construite en opposition. Et à travers une espèce de logique de fond qui est tout sauf être comme ça, et que toutes les représentations de la mère que vous pouviez avoir, voire même plus que ça, c'est-à-dire que non seulement les représentations de la mère, mais en plus les représentations éventuellement de l'enfant, c'est-à-dire quand on a entre guillemets un 5e et qui est dans du formol, dans une éprouvette, parce qu'il n'est pas arrivé à bout. Vous voyez bien que par rapport à ce qu'est la vie, le vivant, le féminin, la maternité et tout ce qui corporellement est associé à ça, c'est-à-dire les hormones, les cycles hormonaux, et etc., ne sont en rien des éléments qui vous ont donné une image et une envie d'être mère. Oui. Après moi, j'avais envie d'être mère, hein. C'était vraiment un désir profond. Oui, on a bien compris, sauf qu'il y avait quand même aussi l'injonction culturelle. Hein. Oui. C'est ça. Et ce qui explique sans doute ces 3 ans de galère, à la fois ce désir d'enfant qui était certainement le vôtre, et puis... Oui, mais en même temps, quand dans son corps on est anorexique, c'est-à-dire qu'on gomme tout ce qui est le féminin. On gomme tout ce qui est la graisse, on gomme tout ce qui est les formes, on gomme tout ce que sont les rondeurs, on gomme tout ce qui est le potentiel même essentiel à nourrir la vie. Il y a quelque chose de fond qui montre que peut-être que quelque part intellectuellement ou socialement ou culturellement, on a un désir d'enfant, mais que dans ses racines, dans sa chair au plus profond de soi-même,
c'est au contraire un cri totalement inverse. En fait, j'étais pas acceptée en tant que fille. J'étais l'aînée, on attendait un garçon déjà, et puis il y avait un père très tyrannique qui dès le début trouvait que j'étais pas bien, qui me comparait tout le temps à d'autres enfants, et j'étais pas accueillie. Donc en fait, bah oui. D'un point de vue vous avez eu 2 garçons? Non, une fille et un garçon. Ah bah bravo. Et par contre, on est fusionnels tous les 3, on s'entend à merveille. D'accord. Et j'en prends soin. Ça, on n'en doute pas. Merci Valérie, en tout cas, de votre témoignage. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Il y a déjà tellement de choses qui ont été dites dans le témoignage de Valérie, et je suis sûre que ça fait écho à tous ceux qui nous écoutent. Mais oui, bien sûr, parce que pour pouvoir être mère, il faut accepter ce que ça peut signifier, représenter et faire la paix avec l'image de la sienne. Il faut faire aussi la paix avec l'image du père. Et ça, c'est valable autant pour la femme que pour l'homme. Il y a un vrai besoin d'être en phase avec soi pour accueillir au mieux la vie. Et être femme. Et être femme, et être père, et être mère. Et oui. Enfin, vous pouvez vous aussi réagir sur votre parcours de mère ou votre non-parcours, bien sûr, au 0826 300 300. Mais tout de suite, c'est Soisic Belin qui est avec nous, notre journaliste, qui va nous parler d'amour. Une chanson tout à propos pour parler de l'amour fou, c'était Queen, si vous n'aviez pas reconnu. Alors, il est vrai que l'on parle beaucoup de sensualité dans votre émission, Brigitte, de sexualité, d'intimité, mais pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter, ils ne pourront pas nier que l'on parle aussi d'amour. Ce que j'aimerais démontrer aujourd'hui, c'est comment l'amour, enfin accepté avec l'avènement du mariage d'amour dès la fin de la Première Guerre mondiale, qui fait passer le mariage d'arrangement familial au second plan, est ensuite devenu, avec la vague de liberté sexuelle, une notion au mieux vue comme mignonne, au pire considérée comme niaiseuse, voire honteuse. Alors c'est normal, me direz-vous, dans la société du moi-je, difficile d'entendre le nous, le il, le elle, sans qu'il y ait ce lien de dépendance, cette objectification de l'amoureux ou de l'amoureuse comme un consommable. L'autre est là pour nous sublimer, alors finalement il devient interchangeable, on le choisit le plus beau possible et puis on peut s'en lasser, sans raison aucune, juste parce qu'il y a plus attractif sur les réseaux sociaux. C'est l'avènement du chat, des sites de rencontres qui jouent sur le paradoxe, vous offrir l'âme sœur, mais une âme sœur jetable, des applications ludiques qui vous proposent, comme sur les réseaux sociaux finalement, de donner une certaine image de vous, la plus aboutie, la plus travaillée, une image figée, comme une photo, et ce n'est pas grave si vous ne réussissez pas à tenir cette posture, parce que le but de ces applis est que vous y retourniez pour rejouer, pour switcher, pour swiper, pour rencontrer encore et encore sans jamais s'accrocher ni s'attacher. Parce que c'est ça, la liberté individuelle qu'on nous a vendue, une liberté sans attache. On ne s'attache véritablement qu'à une seule chose, cette machine-là qui nous permet de swiper, de nous réinventer, de chasser encore et encore. Alors, on pourrait se demander si aujourd'hui l'amour a droit de citer, si c'est un gros mot, si se confier sur ses sentiments à contre-courant fait de vous une has-been. On pourrait aussi se demander d'ailleurs si has-been n'est pas has-been, mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, les couples existent encore, donc soyons rassurés, mais la démarche a changé. La recherche n'est plus la même. C'est le propos du livre d'Eliette Abécassis de l'âme sœur à Tinder, paru chez Larousse. Elle a interrogé la jeune génération, sur cette notion d'amour véritable, d'amour fou, de passion et d'évidence. On l'écoute à ce sujet. Je pense que nous sommes passés de l'amour-passion à effectivement une forme d'amour partenariat, pas passionnel, mais plutôt rationnel. Ce n'est pas du tout la fin de l'amour, c'est juste que l'amour a muté et peut-être pour la première fois, nous sortons du mythe de l'androgyne, c'est-à-dire du mythe de platonicien, de la recherche de l'âme sœur, la recherche de l'unique, pour aller vers un amour alors qui dure, soit qui dure une nuit, soit qui dure une vie, mais une forme de rencontre où on va trouver en l'autre quelqu'un qui va nous compléter et pas être source de tourments, de souffrance, de passion. Il y a un rejet, d'après ce que j'ai pu voir avec mon questionnaire, un rejet total de l'amour-passion. Ce n'est plus une valeur comme ça l'était avant. On recherchera plutôt effectivement un partenaire.
Je vous en avais déjà parlé, il me semble, de cette notion d'autopsie de la relation, de cette intellectualisation que l'on a tendance à faire de ce rapport à l'autre, en se coupant ainsi du ressenti, du sentiment immédiat, de l'attraction. Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs dans notre société, du ressenti, qui va jusqu'à nous donner les températures météo factuelles et leur ressenti. La relation à l'autre doit être maîtrisée, impossible de se perdre. C'est aussi cette notion de contrôle permanent. Eliot le dit, c'est une valeur refuge lorsque l'on passe le pas du couple, une valeur de refuge que l'économiste Thomas Porcher s'est amusé à décrypter dans sa chronique publiée dans le magazine Technicart. Si ces 30 dernières années, je le cite, l'économie de marché s'est étendue à l'amour, faisant donc des sites de rencontres la grande distribution de la rencontre, mettant à votre disposition des personnes que vous n'auriez jamais croisées dans la vraie vie, des personnes qui maîtrisent les codes, mettre les bons mots, mettre en avant sa carrière et de fait son argent lorsque l'on en a, ou l'humour lorsque l'on n'en a pas, mettre les bonnes photos qui disent à défaut de ce que nous sommes, quel rôle nous souhaitons tenir. La crise du Covid qui est passée par là aurait dû rabattre les cartes et fait de l'amour une valeur refuge, une stabilité, un indispensable dans une nouvelle organisation qui limiterait les relations humaines. Il termine ainsi son papier en insistant sur la fugacité des valeurs refuges en économie et annonce donc un tournant, mais lequel ? Alors, nombreux sont les sites de rencontres à la sortie des confinements à nous avoir vanté le rattrapage des rencontres comme une sorte de relation compulsive. L'amour encore est toujours situé dans ce grand marché géant dans lequel nous nous agitons, avec parfois quelques velléités, celle de changer le monde et se positionner en altermondialisme du romantisme en prônant un retour à cet amour anachronique. Mais vous noterez que je ne vous ai pas parlé de la théorie d'Eva Illouz, parce que météo ressenti ou pas, je prends soin de nos auditeurs, Brigitte, avec ce temps déprimant. Non, ce n'est pas la fin de l'amour, c'est le titre de son livre. N'en déplaise à la sociologue franco-israélienne, en tout cas, j'aime à le penser. Oui, je ne suis pas persuadée que notre relation à l'amour a évolué depuis si longtemps. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a toujours... D'abord, de toute façon, il y a ce besoin de lien aux autres, qui quelque part est déjà de l'amour. Enfin, je crois que le problème, il est à la fois plus simple et plus grave que ça. C'est-à-dire que là, moi, j'ai entendu parler de tout sauf d'amour. C'est-à-dire qu'on nomme les choses et on les corticalise, on les cérébralise, on les mentalise. Et donc, c'est une stratégie de fuite qui est tout à fait cohérente avec la virtualisation de tout dans notre monde d'aujourd'hui. L'amour n'a rien à voir avec ça. L'amour n'a rien à voir avec la rationalité. L'amour est un champ émotionnel particulier qui fait qu'à un moment donné, vous rentrez dans l'inconditionnalité dans la relation à l'autre. On n'est pas dans la fascination de rencontrer dans l'autre le miroir de soi. Parce que ça n'est pas de l'amour. Ça c'est du nombrilisme, c'est du narcissisme. C'est la manière avec laquelle l'autre nous valorise ou nous renvoie quelque chose qui nous satisfait. L'amour est quelque chose qui nous bouscule. C'est quelque chose de puissant, de fort, qui nous réveille, qui accélère notre rythme cardiaque. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses et une richesse profonde. Parce que c'est un élément qui est un élément du cœur, pas de la tête. Mais justement, ce qu'elle constate, c'est ce refus de la jeunesse d'aujourd'hui, la fuite de ça. Mais oui. Pour intellectualiser l'amour, mettre des mots dessus, comme effectivement, comme j'ai fait tout au long de la chronique. On a peur que l'amour emprisonne, mais l'amour, il n'emprisonne pas. On peut éventuellement penser à un moment donné qu'il enchaîne, parce que nous avons une espèce de besoin de s'investir dans ce qu'est le lien à l'autre. Mais l'amour, il libère, parce que quand l'amour agit... Moi, je pense que surtout aujourd'hui, les gens n'osent plus vivre, c'est tout. Ils savent pas ce que c'est. Oser l'amour, c'est prendre des risques. Et les gens n'osent plus aujourd'hui. Sauf que ça accélère le cœur, ça dilate les vaisseaux, ça fait du bien. La vie. Non, mais ça fait du bien. Je suis pas. Demain, on va parler de la santé sexuelle. Je peux vous assurer que c'est positif. Oui, mais moi, je suis évidemment d'accord qu'il faut continuer à laisser son cœur ouvert et puis aimer mais parce et que encore ce qui n'est aimer. pas faux, c'est cette notion de dire... Mais vous êtes d'accord que les gens, ils ont peur de tout maintenant? Mais c'est la prévalence du moi-je. C'est la prévalence, effectivement, de l'ego. C'est à partir du moment... L'ego ne peut pas comprendre l'amour, parce qu'il en a peur, parce que ça risque de l'emprisonner. Il connaît que l'amour propre, l'ego. Oui, et encore, pas toujours propre, d'ailleurs. Qui est très sale, je vous l'accorde. Bon, merci Swazik Bella. Merci. Allez, on continue, mais non, on joue avec Céline, notre gagnante. Bonjour Céline. Bonjour Brigitte Lahaye, bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être avec nous et bravo, c'est vous qui allez ouvrir votre cadeau de Noël. C'est en direct sur Sud Radio, donc vous êtes la 6e à avoir appelé et derrière ce chiffre 6 aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce que vous gagnez? Vous êtes curieuse.
Céline. Oui. Qu'est-ce que vous avez gagné? Eh bien, vous avez gagné ce coffret, les duos de chez Garantia. Alors, c'est 2 sérums de visage pour vous accompagner dans vos rituels de beauté. Voilà. Et ça vous plaît? J'espère. Oui. Vous êtes C'est contente? super, merci beaucoup. Ouais, Eh ben, merci d'avoir joué avec nous et restez fidèle à Sud Radio. Merci à vous. Et vous aussi, restez fidèle à Sud Radio puisque le grand sapin de Noël sur Sud Radio, ça continue jusqu'au 25 décembre. Donc, vous restez connectés sur Sud Radio toute la journée et toute la journée, vous pourrez peut-être gagner en direct un cadeau de Noël. Alors, on va faire une petite pause et puis on va se retrouver dans un instant. Michel Odoul, toujours avec bien sûr nos auditeurs qui vont parler de ce désir d'enfant, de cette fertilité ou infertilité. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec moi, auteur de Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, qui est ressorti amélioré par les nouvelles maladies actuelles aux éditions Albin Michel. Bonjour Sandrine. Bonjour Brigitte, bonjour Michel Odoul. Bonjour. Oui, alors par rapport à mes grossesses, voilà. Bon, alors moi, je fais partie des personnes qui, en fait, j'ai 2 enfants, voilà. Je ne désirais pas, enfin, je ne savais pas, voilà. J'avais, voilà. Et c'est mon mari. Oui. À l'époque, donc il est un peu plus jeune que moi. Enfin, moi, j'ai 27 ans, voilà, et 25. Elle voulait qu'on ait des enfants parce qu'on s'est connus étudiants. On s'est connus quand même à l'université. On s'est installé et il voulait, voilà, lui c'était dans l'ordre des choses. Moi pas du tout, vu que je suis assez désordonnée, donc dans ma tête, j'ai besoin de tout mon cerveau, je suis très cérébrale, un peu trop même des fois. Voilà. Donc ok, tu veux des enfants, il n'y a pas de souci. Donc effectivement, il y a eu la Coupe du Monde en 98. Je rigole parce que l'aîné est arrivé à 99. Donc, mais un mois en avance, voilà. Et donc vous avez fêté la Coupe du Monde. Exactement, c'est pour ça que c'est voilà. Oui, c'est partie des effets collatéraux du mondial, oui. Exactement. Donc ouais, moi j'ai pas eu de problème par rapport à la fertilité. Parce que voilà, dans ma tête, j'ai arrêté ma pilule, je suis tombée de suite enceinte. Mais par contre, j'ai eu une grossesse et les deuxièmes aussi grossesses. Comme j'avais expliqué une fois, je réalisais pas que j'étais enceinte. J'ai continué à vivre, à travailler parce qu'il fallait, j'ai une exploitation, on a monté une exploitation, on a des vaches laitières. Et puis c'était important. C'est-à-dire que vous avez continué à travailler pensant que vous n'étiez pas enceinte, hein, c'est bien ça? Ah oui. Puis voilà. Donc après, j'ai eu une première visite gynécologique. Après, j'ai vu que j'avais fait mon test. Effectivement. Mais j'y suis allée, c'était comme si j'allais chez le docteur, point à la ligne, voilà. Donc pour moi, presque à la limite, à un moment donné. Et c'est vrai que il y a eu ce souci familial parce que je viens pas du tout du même milieu que mon époux. Mes parents n'avaient pas du tout la même profession que ses parents. Maman était, ils fonctionnaires, des parents très, qui différents. Voilà, ouvriers, pas du tout agriculteurs, pas conservateurs, très. Moi, je suis arrivée, voilà. Et donc j'ai eu ces enfants. Fabio, je vais pas dire les prénoms. Le garçon et la fille. Et voilà, aller chez un gynéco, c'était très pénible. Être enceinte, je me voyais pas enceinte. Les complications, on m'a beau m'expliquer, j'en voyais pas l'utilité. Et à un moment donné, c'est vrai qu'effectivement, je me suis posé la question, mais est-ce que je vais être une bonne maman? Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est après les accouchements que j'ai réalisé, j'ai eu ce bébé. Et là, mes enfants n'ont manqué de rien, absolument de rien. C'est-à-dire que vraiment, je suis même une mère très protectrice, mais j'ai eu 2 grossesses. Oui, mais on a l'impression, enfin, je ne sais pas, Valérie, mais on a l'impression qu'au fond, il y a quelque chose à la fois qui est du déni, mais en même temps qui est une sorte de confiance totale dans son corps, qui de toute façon sait gérer les choses, quoi. Voilà.
c'est ça. Mais en fait, en totale panique. Je pense que c'était ça. C'est en fait. Ça aurait été trop compliqué pour vous, vous pensez, de réaliser que vous étiez enceinte. Et donc, quelque part, il y a une sorte de déni pour pas paniquer, c'est ça? Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, je ressentais pas le désir d'être maman. En fait, c'est je fais plaisir à mon mari. Mais il y avait une peur. À moi. Oui, il y avait une peur. Voilà. Oui. Voilà. Et après, comme vous l'avez bien dit dès le début de l'émission, c'était un chamboulement parce que moi, je suis assez indépendante déjà de nature. Et là, je me suis retrouvée vraiment, un peu coincée. Complètement. Donc complètement. Mais et puis à la fois. Ça a été la plus grande joie parce que finalement, c'est. En fait, mes enfants m'ont, en fait, je sais pas comment vous expliquer. Ils m'ont révélé à vous-même. Oui, voilà. En tout cas, ils ont révélé à vous-même un pan de vous-même que vous ignoriez parce que vous pensiez que avant de rencontrer cet état particulier qui est celui d'être mère, vous aviez envie de vivre une vie de femme, vous aviez envie d'avoir une vie sans contraintes particulières ou responsabilités lourdes. Oui. Et on sent un peu effectivement dans votre témoignage, à travers, entre guillemets, la confusion et les idées qui sont un petit peu dans tous les sens, que finalement, vous aviez une image de vous-même, une identité de vous-même ou une envie de réaliser des choses de votre propre vie, dans laquelle, à un moment donné, ce désir d'enfant est arrivé là comme un cheveu sur la soupe, et que vous l'avez sans doute fait pour faire plaisir à votre mari, mais que dans un premier temps, comme dit Brigitte, c'était presque un déni de ce qui se passait, et qu'à un moment donné, c'est la réalité de la vie et du vivant avec l'arrivée de l'enfant qui vous a réconcilié avec cette dimension de la mère. Quelle était la relation que vous aviez avec la vôtre ? Alors ma mère est très maternelle. Ma mère, par contre, elle, c'était le plaisir d'avoir toujours un enfant. Je pense que maman. Est-ce que votre mère vous donnait l'image d'une femme libre ? C'est justement ce que j'allais dire. Oui. Alors c'est rigolo parce que c'est effectivement, elle avait son travail. Oui, justement. Donc elle était fonctionnaire, donc elle avait même des responsabilités pendant qu'elle partait. Et elle avait cette forme d'une femme très libre dans son travail et à la fois une femme dans son foyer. Mais elle était fonctionnaire, vous dites ? Voilà, oui, donc elle n'a pas choisi les professions qui sont porteuses de ce sentiment de liberté, elles sont porteuses de sécurité. Oui. En fait, la profession qu'elle aurait tant voulu, c'était effectivement, de sécurité. Oui, la profession, oui, on reste toujours dans le côté fonctionnaire. Et que moi, j'ai choisi une profession indépendante, c'est-à-dire, je voulais m'installer, je voulais avoir une exploitation. Vous n'aviez pas envie d'avoir la vie de votre mère ? Non, absolument pas. D'ailleurs, je détestais sa vie. D'ailleurs, quand j'allais la chercher à son bureau, je supportais pas ces collègues-là en train de chercher toujours ce petit... Oui. On voit qu'il y a encore quelques restes. Mais en fait, après, c'est ma personne. Mais je râle parce que souvent, je me dis, mais punaise, alors j'ai pas d'amis. Mais j'en ai, mais bon, j'ai perdu ma meilleure amie. Donc, en fait, c'est vrai que ça a été aussi quelque chose de très dur pour moi, psychologiquement. Mais après, en fait, à la fois, je suis très bien dans ma ferme. Mais parfois un peu seule, oui. Oui, très seule, oui. Mais après, c'est un milieu, j'ai eu des responsabilités, mais que j'ai arrêté après. Mais vous savez, Sandrine, quand on fait des choix, il y a toujours des renoncements. Mais oui. Quelque part. Donc de toute façon, vous avez au moins on a l'impression quand même, quand on vous a entendu dans votre témoignage, on a l'impression que Sandrine quand même a fait les choix qui correspondsment à ses désirs. Oui, puis après, elle a été capable d'aller au-delà de cela, même peut-être ça, on parlait d'amour tout à l'heure, peut-être bien que là, on a une marque d'amour assez forte et assez puissante, puisque elle a accepté même de devenir mère alors que ça n'était pas dans sa préoccupation de base, voire même ça n'était pas dans la manière avec laquelle elle se concevait. Donc je crois que là-dessus... elle peut être en paix. Oui, c'est un vrai parcours et bravo, voilà.
Merci Sandrine en tout cas. Alors, on va continuer évidemment dans cette deuxième heure avec vos témoignages 0826 300 300. Venez nous raconter justement votre désir d'enfant, comment ça s'est passé. Les hommes sont les bienvenus aussi, hein, évidemment. Petite devinette, c'est un couple qui part à Lourdes et ils reviennent et le mari dit zut, il n'y a pas eu de miracle. Pourquoi dit-il ça? La réponse après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, c'est Michel Odoul qui nous tient compagnie aujourd'hui. Vous êtes créateur de l'Institut de Shiatsu en France. Vous aimez décoder ce qui se passe, ce que notre corps nous dit de nous-mêmes. Aujourd'hui, on a choisi j'ai choisi d'évoquer la fertilité, l'infertilité, parce que quelque part, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, cette question de donner la vie. Enfin, je veux dire, c'est une force, c'est une puissance incommensurable. C'est quelque chose de... Oui, qui est magnifique et qui est magique et je ne voudrais pas allumer quelques tisons etc. Mais il faut que les femmes se rendent compte et mesurent la chance, le cadeau et la puissance qu'elles ont, parce que être capable de porter et de donner la vie est quelque chose... c'est un miracle. Que rien n'est au-delà de cela. C'est un miracle, justement. Et ça, nous, les hommes, nous ne pouvons pas le faire. Nous pouvons juste participer. Oui. Et après, nous ne sommes plus que, entre guillemets, observateurs, même si une fois que l'enfant est arrivé, il y a une place qui est une place à occuper. Mais sur ce qui est ce miracle de la fabrication d'un être vivant, c'est... Alors justement, puisqu'on parle de miracle, c'est ce couple qui va à Lourdes, qui revient, et le mari considère qu'il n'y a pas eu de miracle. Pourquoi ? Écoutez, moi je posais une hypothèse tout à l'heure en disant, mais peut-être parce qu'il constate qu'il est revenu avec la même femme. C'est tout à fait ça. Voilà. Il est revenu avec sa femme, il n'y a pas eu de miracle. Voilà, bon, excusez-nous mesdames. Emma est avec nous maintenant. Bonjour Emma. Bonjour Brigitte, bonjour Michel Odoul. Bonjour. Alors racontez-nous, vous, ce que vous avez envie de nous raconter justement sur ce miracle de l'enfantement. Oui, pour moi, ça a toujours été, ça aurait été un miracle quand j'étais toute jeune d'être maman. J'étais très maternelle, je venais d'une famille unie et je suis tombée enceinte plus ou moins par hasard. Donc j'étais relativement jeune et malheureusement, je n'ai pas pu le garder pour cause de problèmes. Quand vous dites que vous êtes tombée enceinte, vous aviez une contraception ou pas? Non, en fait, c'était un accident. Comment peut-on tomber enceinte par hasard? Exactement. Donc c'est pas si par hasard que ça, mais en fait, c'était une histoire compliquée. J'avais eu un accident. Donc j'ai retrouvé mon fiancé qui, à l'époque, on ne voulait pas spécialement... Bien sûr. Mais il n'y a pas de jugement, évidemment, par rapport à votre IVG. Emma, c'est un choix qu'on peut tout à fait respecter. Ce qu'il faut juste comprendre, Emma, et je le dis à tous ceux qui nous écoutent, on sait quand même que beaucoup de jeunes filles vont par accident tomber enceintes pour se prouver qu'elles en sont capables. C'est évidemment totalement inconscient. Hein. Oui, c'est ce qu'a développé et étudié Freud à travers ce concept de l'acte manqué, qui quelque part a un bénéfice caché sans doute et signifiant justement de par ce qu'il apporte. Et entre ce hasard malheureux qui fait qu'à un moment donné on se retrouve enceinte, il est sans doute le résultat d'une façon inconsciente d'aller à la rencontre de cette expérience et de ce vécu et de voir de quelle façon on va le résoudre, on va le régler. Donc après, c'est le choix de chacun et la responsabilité de chacun et de tirer les conclusions qui sont les bonnes et ensuite peut-être d'avoir un positionnement à la vie et au vivant dans lequel il soit un peu plus consciemment à la manœuvre. Là, c'est tout à fait ça, en fait. C'est une position à la vie, au vivant, comme vous dites. Parce qu'en fait, j'ai failli mourir et juste après, alors que j'avais encore... Donc, vous avez un accident qui a failli vous prendre la vie, hein, c'est bien ça? Oui, j'étais décédée dans le SAMU. Donc, on m'a enlevé un tiers, le lobe droit du foie, entre autres. Et donc, j'avais de la bile qui coulait et je suis tombée enceinte juste après. Donc, en fait, c'est vraiment le vivant, quoi, qui
qui reprend le dessus. Et malheureusement, j'ai pas pu le garder parce que j'avais encore une petite tulle. Donc ça a été double peine pour moi parce que j'ai toujours été très maternelle, j'ai toujours eu envie d'enfant. Et ouais, c'était compliqué. Oui, mais vous savez, je vais juste vous proposer un angle de réflexion peut-être par rapport à ce que vous avez vécu. Peut-être que cet enfant n'est venu en vous que pour vous sauver la vie et une folie, vous savez. Ouais. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes avec lesquelles il y a eu à parler de cette question de l'enfant qui est là, qui reste pas longtemps, voire même, vous savez, des fois avec la mort subite du nourrisson, il y a des culpabilités monstrueuses qui peuvent émerger, alors qu'en fait, peut-être que quand on décortique l'histoire d'une autre façon, on se rend compte que ça a été un des plus merveilleux cadeaux que la vie a pu faire à la personne, mais c'est quelque chose qu'on ne peut comprendre et qu'on ne peut intégrer que longtemps après, parfois, parce qu'il y a besoin de maturation et de réfléchir. Dans un premier temps, on ne voit que la perte. Bien sûr. Mais de toute façon, c'est toujours difficile pour une femme de faire une IVG, surtout quand on adore les enfants, les petits bébés, etc. Bien sûr. Oui, mais c'est surtout très important d'arriver à dépasser l'éventuelle culpabilité qui souvent, malheureusement, prend place. Hein. Mais je sens que vous avez fait ce chemin-là, hein, Emma. Oui, je l'ai fait parce que, bon, alors après, j'ai quand même eu des grossesses, mais j'ai eu énormément de mal à avoir des enfants, curieusement, et la machine était un peu cassée, ou j'avais peut-être un manque de place en moi, je sais pas. Non, je crois... Pardon, excusez-moi. Je crois purement et simplement que c'est une partie du trauma émotionnel qui n'avait pas été réglée. La plaie n'était pas tout à fait cicatrisée. Et en vous, il y avait une peur viscérale et fondamentale qui est mais est-ce que si je redonne un départ de vie à quelque chose, je ne vais pas être conduite, pour quelles que soient les raisons de cela, à refaire ce que j'ai déjà fait et qui est un poids que je porte encore et qui n'est pas réglé. Il y a vraiment besoin de faire la paix avec cette phase de votre vie dans laquelle... je m'en veux de ne pas avoir fait de psychothérapie à cette époque-là pour pouvoir être en paix avec moi-même et avoir plus de facilité à Écoutez, vous avez visiblement élaboré quand même beaucoup de choses. Hein. Peut-être que vous les avez élaborées et que vous les auriez pas mieux élaborées en faisant une thérapie. Vous savez... Il ne faut jamais avoir de regrets. C'est vrai, Brigitte. Oui, tout à fait. Quel serait justement là, j'entends un peu de nostalgie dans votre témoignage. Qu'est-ce que vous diriez finalement ? Qu'est-ce qui bloque peut-être encore un peu en vous ? C'est une partie de ma vie qui a été très douloureuse quand même, parce que voilà, après j'ai eu énormément de mal à avoir mes enfants et c'était une priorité absolue. Donc après un choix plus d'un père qu'un mari, c'était très compliqué pour moi. J'ai fait plein de filles avant d'arriver à avoir un enfant. Donc voilà, c'est pour ça que je dis... Oui, mais ce qu'il faut intégrer, c'est que vous avez dépassé toutes les épreuves. Ne regardez pas derrière. Le passé, vous ne le changerez pas. Voilà. Mais sauf que ce que vous êtes en train de dire en ce moment, ce que vous avez été capable de comprendre qui vous amène à dire ce que vous êtes en train de dire en ce moment, ça a été toutes les épreuves que vous avez vécues. Elles ont donc été constructives et pas destructives, même si elles ont fait mal. Oui. C'est peut-être votre vie amoureuse que vous pensez avoir un peu loupée à cause de tout ça ? Je pense, oui. C'est ça ? Je pense oui, parce qu'en fait, quand on fait le parcours du combattant pour avoir des enfants, c'est très compliqué après de se retrouver à deux. Mmh. Et surtout quand on est des êtres sensibles, c'est très compliqué pour l'homme de donner son sperme, c'est très compliqué pour la femme d'avoir des piqûres tous les 2 jours et c'est vraiment très difficile comme parcours. Alors il y a des gens qui ont plus de facilité, mais après pour retrouver une sexualité équilibrée, mais vous avez quel âge, Emma, aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai 60 ans, j'ai des grands-enfants. Bon, donc vous avez de toute façon réussi quand même votre projet de vie d'avoir des enfants, au prix de, certes, beaucoup d'épreuves et de souffrances, hein, je crois qu'on l'a entendu, mais il n'est pas trop tard aujourd'hui, peut-être, pour libérer quelque chose et pourquoi pas tomber amoureuse. Oui, enfin moi j'ai encore mon mari, mais c'est pas l'amour qu'il faut, quoi. Enfin c'est pas... Oui, Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez fait
un certain nombre de choses qui sont à chaque fois des preuves d'un amour fou. Bah oui, quelque part. Avoir traversé ce que vous avez traversé, les FIV, c'est un parcours du combattant. On peut pas dire que dans ce parcours-là, les femmes ressentent beaucoup d'amour et de chaleur, et etc. Ah non, on est vraiment des numéros. Voilà, et vous avez donc dépassé ça. Vous êtes sorti du frigidaire, vous êtes sorti de cette espèce de glaciation, de la technicité pure. Ah oui, bien sûr, et puis je suis heureuse d'avoir 3 beaux enfants, et voilà. Mais est-ce que vous vous rendez compte des sacrifices que vous avez fait à 2 pour obtenir et arriver à ça? Mais oui, c'est magnifique. Qu'en fait, il y a une complicité qui... Il y a une complicité, oui, c'est vrai. C'est une histoire, c'est notre histoire. Et c'est ça ne perdez pas ça de vue en ne regardant que la souffrance que ça a pu générer dans l'instant où vous avez dû le vivre. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose encore de fermé par rapport à toute la souffrance que vous avez subie, qui n'est pas dépassée, je crois. Et c'est ça qui vous empêche d'être plus épanoui actuellement dans votre vie. Puis au-delà de ça, c'est-à-dire que même quand j'entends quelque part vous dites qu'il y a des femmes ou il y a des gens pour qui c'est facile, etc., il n'y a pas de punition, il n'y a pas quoi que ce soit derrière tout ça. Et puis il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir des enfants au bout de plusieurs filles. Moi, mais on s'en fout, c'est votre histoire qui compte. Oui. Donc il faut être heureux aussi. Vous voyez, c'est votre histoire, votre parcours, ce que vous êtes aujourd'hui, et voilà. Et vous savez, ce qu'on a conquis avec des efforts et de la souffrance, ça a beaucoup plus de valeur que ce qu'on a eu facilement. Bien sûr. C'est vrai. Bon, vous méditez un peu tout ça, Emma. Oui. Merci en tout cas de ce témoignage. Merci à vous. Bonne journée. On continue dans un instant avec vous, bien sûr, sur Sud Radio, toujours avec Michel Odoul, bien sûr. Nous sommes avec Michel Odoul aujourd'hui, nous parlons du désir d'enfant. Alors évidemment, on a surtout des femmes, mais je rappelle que si vous avez envie en tant qu'homme d'appeler, vous êtes également le bienvenu sur Sud Radio au 0826 300 300. Bonjour Sylvie. Bonjour Brigitte. Et Michel, vous ne lui dites pas bonjour? Ah, bonjour Michel, pardon. Bonjour. Pardon. Je vous en prie. Alors, vous aviez un fort désir d'enfant, vous? Oui, tout à fait. Et je dois dire que ça m'est pas venu, en fait, depuis que j'étais toute petite, mais quand j'ai rencontré mon futur mari, en fait. Là, c'était une évidence. Qui en a très vite parlé de projet d'enfant. Et évidemment, du coup, je me suis demandé comment... Enfin, j'étais pas tout à fait sûre d'être fertile, en fait. Enfin, je savais que j'avais des problèmes. Donc, vous avez fait l'amour pour avoir des enfants? Oui, bien sûr, pas que, mais en fait... pas que, je vois pas d'autre solution en premier lieu. Dans mon cas, malheureusement, je savais déjà que c'était pas possible en faisant naturellement, déjà. Et pourquoi? Parce que j'ai appris donc assez tard quand même, mais en tout cas que j'avais pas d'utérus, donc c'était pas possible. J'avais des ovocytes, des ovules, un système qui fonctionnait, mais pas malheureusement l'organe qui permet de porter. Et du coup, il ne restait pas beaucoup de solutions. Voilà. Mais je le savais sans vraiment le savoir parce que les médecins, à l'époque, n'avaient pas vraiment expliqué exactement ce que j'avais. Et donc, je l'ai découvert quand vraiment j'ai voulu avoir des enfants, donc avec mon mari. Et là, c'était tellement évident que je suis tout de suite retournée voir le gynécologue qui s'est fait envoyer tous les documents, les examens médicaux que j'avais fait une vingtaine d'années auparavant. Donc, et voilà, c'est elle qui m'a dit, mais madame, vous ne pouvez pas porter d'enfant. Voilà, donc je suis franchement tombée des nues et j'avoue que ça a été dur à encaisser. Bien sûr, oui. Oui, même en ayant plus de 30 ans, donc voilà. Et puis du coup, je savais que j'avais des ovules fonctionnels. Et j'ai voulu essayer, grâce à cette solution, justement, de pouvoir faire porter mes futurs enfants par quelqu'un d'autre, par une autre femme. Et je savais qu'en France, c'était pas possible. Donc, on s'est tourné vers les États-Unis, où je savais aussi, on savait parce qu'on y allait souvent, par ailleurs. Oui, aux États-Unis, la GPA est autorisée. Que la GPA était autorisée et encadrée. Donc, c'est ce qu'on a fait.
On a dû, je dois dire, gravir d'autres montagnes. Parce que ça n'a pas été simple. J'ai donc fait une première fécondation in vitro, sauf que la différence, c'est que c'est pas en moi qu'on a implanté l'embryon, mais dans la personne qui avait accepté, ce qu'on appelle la mère porteuse, voilà, qui avait accepté de le faire. Pour de l'argent, aux États-Unis, c'est bien ça. Pas que. Je dois préciser que moi, j'aurais pas accepté quelqu'un qui fasse ça que pour de l'argent. C'était une femme très croyante et qui gagnait beaucoup d'argent d'ailleurs, donc elle n'avait pas besoin, mais elle voulait aider quelqu'un parce qu'elle avait vu dans sa famille des personnes infertiles et ça l'avait vraiment traumatisée. Donc elle avait elle-même été adoptée parce que sa maman était justement une femme infertile. Et elle s'était jurée qu'elle allait faire ça pour quelqu'un d'autre, pour un couple. D'accord, donc c'était une façon pour elle de réparer sa propre histoire. Exactement. Et moi, j'avais trouvé ça très beau et vraiment, ça a tout de suite été une évidence pour nous, pour toutes les deux. Et évidemment pour mon mari aussi, parce que le mari doit aussi donner son consentement dans cette aventure, parce que c'est une vraie aventure humaine. Et donc, ça s'est fait, j'allais dire. Oui, mais ce qui a été difficile, j'imagine, c'est ensuite de faire reconnaître votre enfant, parce que c'est comme la GPA est interdite en France, c'est toujours un peu compliqué. Hein. Eh bien, c'est ça qui a été le combat. On l'a fait avant, donc évidemment, avant d'arriver à avoir nos enfants, puisqu'on a eu 2 jumelles grâce justement à la gestation pour autrui, mais aussi et surtout après, parce que la société elle nous a bien fait culpabiliser pendant près de 20 ans. On a dû se battre pour que nos enfants soient reconnus à l'état civil français. Et ça a été, je dirais, le combat d'une vie, parce qu'il faut bien le reconnaître. Non seulement on a dû se battre avant d'y arriver, mais après aussi, et pendant beaucoup plus longtemps. On a donc fondé une association, enfin on est allé en justice plein de fois, et on a fini par y arriver, mais au bout de très exactement 19 ans. Alors moi j'ai un avis qui n'engage que moi. Hein. Moi je suis assez contre la GPA et je trouve que c'est très bien que ce soit interdit en France. En revanche, j'ai toujours pensé que quand les enfants arrivent et qu'ils arrivent en France, ce serait bien de les reconnaître. Donc voilà mon avis. Encore une fois, Sylvie, moi j'ai aucune envie de vous juger et c'est votre parcours. La seule question que je pourrais peut-être vous poser, est-ce que ça vous a effleuré à un moment donné de comprendre quel sens ça pouvait avoir de ne pas avoir d'utérus et peut-être à ce moment-là d'accepter les conséquences et de ne pas avoir d'enfant, ou est-ce que pour vous de toute façon c'était impossible et qu'il fallait absolument trouver une solution? Non, c'était difficile bien sûr de se dire qu'on n'aurait pas d'enfant, mais on l'avait envisagé aussi. C'est évidemment quelque chose qu'on envisage, puisqu'on se lance dans un parcours qui n'est pas un parcours sans embûches et qui est surtout dans lequel on n'est pas sûr d'arriver à l'objectif. Donc bien sûr, évidemment qu'on l'envisage. Moi personnellement, je m'étais dit on va essayer 3 fois, on fait 3 tentatives et après on arrête. J'étais déjà dans cette oui bien sûr, dans cet objectif. C'était pas je m'acharne et de toute façon on est limité. On est limité par nos forces, nos propres forces, et puis on est limité aussi par l'argent en l'occurrence. Ah ça c'est clair, oui. Donc, ça forcément on peut pas. On est obligé de se fixer des limites, sinon on n'y arrive pas. Mais c'est encore une fois toute la difficulté de ces sujets-là, c'est-à-dire que sur le plan individuel, moi je suis assez ouverte. Après c'est toujours la même question. Est-ce qu'il ne faut pas non plus tout laisser sur le plan des lois? C'est pour ça que j'ai cet avis. Mais encore une fois, je n'en fais pas une politique ni un combat personnel. Non, mais c'est un sujet qui est un sujet compliqué. Mais en même temps, quand on décide de faire ça, on décide et on le fait en sachant quelles sont les règles de la société, qui sont celles qui existent aujourd'hui. Et donc, qu'après coup, ça soit difficile dans la société parce qu'on a fait ce choix-là, mais c'est tout à fait cohérent et logique de le comprendre, ça. Oui, d'autant que c'est interdit en France, mais pas à l'étranger. Oui, mais la question n'est pas celle-là. La question, elle est au moment où on fait le choix, effectivement, de ça. Et à nouveau, comme Brigitte, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de quoi que ce soit là-dessus, mais juste une analyse
de la chose. Qu'il y ait une envie d'enfant, c'est tout à fait se comprendre, et ça peut, et à nouveau à titre individuel, il n'y a rien à dire là-dessus, et il n'y a pas à juger. Qu'après, quand dans la manière avec laquelle on obtient l'enfant, on investisse dans une direction donnée dans laquelle on connaît toutes les composantes. Donc notamment le fait que de toute façon, quand l'enfant sera là, ça ne sera pas simple de le faire revenir en France ou de lui donner une existence légale en France. Ça aussi, ça fait partie des composantes du choix, et à un moment donné, il y a une espèce de pondération à mettre dans je satisfais mon besoin d'enfant, mais qu'est-ce que je vais lui proposer à lui comme difficulté après, etc., etc. Et je pense que ça a dû faire partie de la complexité de ce que vous avez vécu, de votre choix, et pas uniquement une question légale. Ça fait partie des grandes questions qui sont effectivement les questions actuelles, les questions de société, parce qu'on a vu les dérives que ça produit avec ce que les maternités spécialisées en Ukraine, etc., et en Inde, etc. Et après, donc vous, dans votre parcours, vous avez rencontré quelqu'un pour qui c'était effectivement quasiment payer une dette, et c'était quelque chose de formidable de pouvoir le faire avec. C'était très très bien. Mais c'est vrai qu'il y a des composantes secondaires là, derrière la question de la GPA qui sont pas simples à régler au niveau sociétal. Merci en tout cas de votre témoignage, Sylvie. On se quitte un court instant, on va revenir sur le Love Conseil, engagement sexuel dans le couple. Et vous pouvez vous aussi bien sûr réagir au 0826 300 300. À tout de suite. Radio, le Love Conseil. Michel Odoul, on va parler d'engagement. Vous savez qu'un couple, c'est un engagement de deux personnes. Et je vais revenir plus exactement sur cet engagement sexuel dans le couple. On a parlé de l'amour tout à l'heure avec Soisic Belin. Et c'est vrai que l'amour existe avec toutes sortes d'amour. Il y a l'amour filial, l'amour parental, l'amitié, bien sûr. Et le seul amour où, en principe, il y a de la sexualité, c'est dans le couple. Enfin, j'espère. A priori, normalement. On aimerait bien. Voilà. Bon, donc, ça veut dire qu'il y a dans l'amour entre deux êtres qui forment un couple, un engagement sexuel. Et je pense que c'est important de comprendre ça quand même, parce que cet engagement sexuel, il s'agit quand même de le respecter. Et ça demande peut-être un tout petit peu de réflexion de part et d'autre des partenaires, puisque lorsqu'un des deux partenaires considère que c'est plus nécessaire de faire l'amour, quelque part, c'est un désengagement par rapport au contrat de départ. Après, encore une fois, je suis pas en train de dire qu'on ne peut pas rester en couple s'il n'y a plus de sexualité, mais quand même, ça questionne le couple. Oui, ça questionne le couple en fonction aussi de la durée, de la longévité de ce couple, des âges de la personne, parce qu'avec le temps, la libido va diminuer progressivement, et en fonction des capacités et des besoins propres à chacun, parce que les êtres humains sont tous différents. Bien sûr. Mais c'est vrai que le couple, c'est faire un quand on est deux. Et donc, à un moment donné, ça passe aussi par ce qui est le faire un quand on est deux, dans la réalité physique, dans la rencontre avec soi. Et à ce moment-là, il se passe des phénomènes très particuliers lors de la sexualité qui, à travers l'orgasme, ne sont pas simplement qu'une sensation de plaisir, mais il y a quelque chose d'autre qui est nourri. Il y a une manière avec laquelle ça nourrit l'être, ça réavive le cœur. Et c'est ce qui est aussi un des ingrédients, un des engrais fondamentaux pour la durée d'un couple. Avec le risque inverse, qui est de croire que ce n'est qu'à travers ça qu'on va arriver à construire quelque chose. Et qu'on est au niveau de la sexualité dans ce qui est la signature du partage, de l'intimité, des profondeurs de soi. Absolument. Et donc, c'est vraiment important de bien comprendre ça. Et je reviens justement sur le terme d'intimité qui me semble encore plus important que sexualité. Parce que l'intimité sexuelle, c'est ce qui doit être en principe maintenu dans le couple. Alors, pas forcément en quantité, mais bien en qualité. Et puis, je pense qu'il faut comprendre aussi que quand je parle d'engagement sexuel, ça ne veut pas dire obligation. C'est bien sûr dans la compréhension, dans l'échange, dans le respect et les attentes de chacun que ça doit se trouver. Et c'est pour ça que ça nécessite normalement une vraie communication. Seulement une vraie communication, mais un vrai respect de soi et un vrai respect mutuel. Et pour rebondir sur la rubrique de tout à l'heure, effectivement, c'est vraiment une idée de comprendre que dans l'amour et dans la sexualité, cette dimension de l'intimité, elle est majeure et elle doit être respectée. Donc on ne doit pas s'exposer. On ne doit pas exposer ce qu'est son intimité, on ne doit pas s'exposer sur le plan de la manière avec laquelle on vit cette dimension de l'intimité qui s'appelle la sexualité et le couple.
Absolument. À méditer donc, si vous nous écoutez et que votre sexualité dans le couple, elle est peut-être un peu bancale, on est là, on en parle tous les jours, bien sûr, sur Sud Radio. Sandrine, bonjour. Bonjour Sandrine. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un jouet qui s'appelle Satisfyer. C'est un jouet à double entrée, une forme de C avec 2 parties ovoïdes. Une première qui est assez fine et longue, donc dimension plutôt non excessive, je dirais, et de l'autre côté, plus courte, un peu large, avec un orifice creux. Je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est un peu les nouveaux jouets actuellement, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté phallus et le côté vibromasseur du jouet, avec en effet une partie vibrante qui peut s'introduire dans le vagin et une partie vibrante qui sert à stimuler la vulve et bien sûr le clitoris avec le petit côté vibration interne. Exactement. Alors la première chose que j'ai faite, parce que évidemment cet orifice là, je trouvais ça un petit peu curieux, donc j'ai mis mon doigt et en fait ça fait des petits tapotements, un peu comme des petits marteaux-piqueurs. Des petites zones, des ondes de vibration. Ouais, c'était très intéressant, petit marteau-piqueur. Alors par contre c'est assez profond, donc du coup il faut bien appuyer, je dirais, parce que ça dépend un peu des clitoris, mais enfin ça s'adapte à tous. Oui, mais c'est plus en fait les vibrations qui vont être procurées sur la vulve, les petites lèvres et forcément aussi le clitoris. C'est pas forcément nécessaire de le poser directement, d'arriver à toucher directement le clitoris en fait. Tout à fait, c'est vrai que ça se diffuse tout autour. Et donc c'est un appareil, alors c'est vrai qu'il est très doux déjà au niveau du toucher, c'est très agréable, c'est non invasif, c'est pas excessif parce qu'au niveau des formes c'est juste bien. Juste parfait. Ensuite, au niveau de la charge, donc ils disent que c'est 4 heures, c'est un petit peu plus long. Ça met quand même pas mal de temps pour une première fois. 4 heures, ça va, on devrait y arriver, Sandrine, quand même. Non, mais il a été plus long à charger que 4 heures, en fait. Ah, la charge, pardon. Ouais, je croyais qu'on pouvait l'utiliser 4 heures d'affilée. Alors. Non, je me suis pas encore lancée, mais je vais... Excusez-moi. C'est pas encore un Guinness. Et en fait, il a 2 petites pointes. Alors, c'est très rigolo, c'est une petite prise aimantée qui s'aimante par les 2 petites pointes. Alors, c'est très sympathique comme système et en même temps, c'est très sensible. Donc, il faut bien positionner l'objet pour pas qu'il bouge, sinon ça se déconnecte tout de suite. Ensuite, il a la partie longue et flexible d'avant en arrière pour régler par rapport à la distance. Alors moi, la première chose, alors c'est un appareil connecté aussi, comme la plupart des appareils actuellement. Oui. Je n'ai pas tout de suite regardé la connexion et tout ce qui va avec. J'ai préféré d'abord avoir un rapport, on va dire, purement manuel, nature. L'artisanat du bon, vous savez, Sandrine. Voilà, exactement. Je me suis dit, avant d'essayer de lire le truc, je vais d'abord faire ça. Et alors, c'était très surprenant parce que moi, c'était tellement bien englobant que j'ai eu l'impression d'avoir une tête dans mon sexe et j'ai trouvé ça très érotique en fait. Oui, tant mieux, c'est le but. J'ai trouvé ça génial. Donc si j'avais commencé par la programmation, peut-être que ça aurait été autrement. Alors la programmation, j'y arrive, c'est absolument fantastique. Je savais pas qu'on avait évolué à ce point-là dans... oui, c'est assez incroyable. Le Bluetooth, le Bluetooth des jouets, c'est quand même... Oui, Michel, absolument. Vous imaginez pas, on n'arrête pas le progrès. Non, mais c'est... Ah oui, non, mais bonjour. Alors apparemment, ce sont des développeurs ukrainiens qui ont créé l'objet, qui est écrit dans le site. Ah bon? Donc oui, apparemment, ce que j'ai lu. Voilà, ils proposent même une participation de dons ONG. Parce que c'est une plateforme, en fait, on se connecte à une plateforme sur laquelle on s'inscrit et ensuite on a moult possibilités. C'est très très simple, il n'y a pas besoin de beaucoup lire, etc. C'est vraiment très simple, c'est très intuitif. On a donc son propre compte et ensuite on a des options. On a des lectures programmées, par exemple. Ces lectures programmées, ce sont différents types de stimulation. Il y en a à peu près 30. Et en fonction de la lecture qu'on programme, ça fait des vibrations plus ou moins différentes, c'est ça? Oui, et puis il y a des noms en fait, par exemple bunny, donc il y a une forme de lapin, donc les vibrations vont dessiner le lapin dans leur manière de vibrer, donc c'est assez rigolo.
Cherry on the Top, oui. The Thunder. Donc, j'ai pas tout essayé encore parce qu'il y en a quand même 32. On a aussi un autre truc qui s'appelle... Ça laisse de quoi voir venir pour l'année prochaine, Sandrine. Hein. Ah ben moi, je crois que là, je vais y passer quelques mois là. Hein. Je pense que cette année, les nuits d'hiver seront chaudes. Hein. Heureusement qu'il y a un temps de charge de 4 heures, ça laisse des temps de repos. Bah oui, parce que là, j'étais très impatiente, c'était trop long d'attendre. Et ensuite, on a donc alors on a aussi un espace contrôle direct, donc c'est des vibrations et des pulsations, ce qui n'est pas la même chose. J'ai découvert ça. Donc, et avec le doigt sur le téléphone, on peut mettre plus ou moins. On glisse le doigt sur le téléphone et en fait, ça agit de l'intérieur. Donc ça, c'est super rigolo. On a les sons d'ambiance, c'est-à-dire qu'on introduit le jouet et en fonction de l'ambiance qu'on a autour de nous, il vibre d'une certaine manière. Donc j'espère que lors de disputes, ça peut être... Attention, lors de disputes, attention Sandrine. C'est incroyable quand même hein, ce qu'on arrive à faire. Oui, j'ai trouvé ça incroyable. Franchement, Brigitte, j'ai trouvé ça incroyable. Et alors, celui qui m'a vraiment fait rire, vraiment, il y avait donc ça c'est les sons d'ambiance, mais on a aussi l'ambiance musicale. Donc le Bluetooth se connecte à sa playlist ou sa source. D'accord. Et là, si on met un rock endiablé. Et moi, bêtement, j'ai appuyé sur n'importe quoi. Je suis tombée sur Tata Yo-Yo. C'était... Non. Et là, en fait, ça m'a pas du tout. Mais si, je suis tombée sur Annie Cordy parce que les enfants avaient programmé ça dans mon truc. Et donc, j'ai appuyé au hasard, je suis tombée sur Annie Cordy. Donc, elle commence à chanter Tata Yo-Yo et je découvre l'objet en train de s'affoler à l'intérieur de mon vagin. Et là, j'explose de rire et donc je l'éjecte aussi, mais je n'en pouvais plus de rire. Donc, je me suis dit, c'est génial. Donc, ça va relancer les ventes de Tata Yo-Yo. Hein. Ah oui, non. Ou de sextoy, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quand même assez... Bon, en tout cas, Sandrine, vous avez bien fait votre travail. Vous avez été une testeuse extraordinaire. Déjà, moi, je vous donne 10 sur 10 pour avoir su nous raconter votre aventure avec ce stimulateur clitoris et point G connecté Sunray. Alors, c'est en effet la marque Satisfyer. On le retrouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com hein, si vous avez envie de vous amuser, vous aussi, avec... Enfin, en tout cas... Non seulement il est efficace, hein, parce que son but, visiblement, il a été atteint, mais en plus, il s'est varié. Hein. Oui, et puis j'ajouterais même qu'il y a une petite option d'histoire, donc des histoires de 7 à 10 minutes en toutes les langues. Et puis donc on appuie sur l'histoire et en fonction de l'histoire qui est racontée érotique, le jouet réagit. D'accord. Ça, c'est génial, j'ai trouvé ça fabuleux. Bon. Et alors, quelle note vous lui donnez en finale? Alors, moi, je lui mets 9. Je n'ai pas dit à cause de la connexion, parce que ça s'en va très très vite. Donc, c'est très gênant parce qu'on ne peut pas, dans les transports, c'est très compliqué. Dans un train ou dans un avion, pour le charger, ça bouge tout le temps. Donc, il faut le positionner. Bon, a priori, normalement, dans les avions, il faut éteindre les appareils électroniques. Oui, normalement. Bon, écoutez, vous vous arrangerez avec Air France. Hein. Nous, on n'y peut rien. Exactement. Donc voilà, il est actuellement en promotion, j'ai vu, et puis sinon... Oui, il est 10 € moins cher en ce moment, un peu plus de 10 € en promotion. Un peu plus de 10 € moins cher, mais en tout cas, il est extrêmement varié, donc je pense qu'on peut y passer un temps... oui, ça je crois qu'on peut s'amuser pendant quelques temps. Merci beaucoup Sandrine, et je le rappelle que vous pouvez le voir sur l'enseigne ruedesplaisirs.com, ce stimulateur clitoris et point G connecté Sunray. Tout de suite, on fait une petite pause et puis on se retrouve toujours avec Michel Oudoul qui est avec nous. Auteur de Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, aux éditions Albin Michel. Mais bon, je crois que tout le monde maintenant connaît cet ouvrage qui fait partie des grands classiques si on a envie de prendre soin de soi, d'écouter son corps et peut-être d'être dans une meilleure santé. Je rappelle d'ailleurs que demain, on sera avec Yves Pslati et on va évoquer le concept de santé sexuelle parce que je pense en effet que la sexualité fait partie des choses qui nous permettent de maintenir une bonne santé. Oui, et à la fois à titre individuel et à titre sociétal. On voit bien combien, quand les sociétés sont malades, les comportements sexuels aussi, ils deviennent.
Je suis assez d'accord. Je dis toujours que la liberté sexuelle fait partie des choses essentielles si on veut vivre dans une société libre. Et il y a encore du boulot et j'ai même l'impression qu'on fait un peu marche arrière. Mais bon, ça n'engage que moi. Sabrina, bonjour. Bonjour Brigitte, ainsi qu'à votre invité Michel Odoul. Bonjour. Je suis ravie d'être à vos côtés. Merci Sabrina. Alors moi, mes 2 grossesses, donc j'ai eu ma première grossesse avec mon fils qui est né, pardon, je m'embrouille dans ce que je dis. Alors moi, bizarrement, ma grossesse, j'ai refusé tout rapport sexuel, c'est quelque chose que j'ai rejeté. Quand vous étiez enceinte, hein, c'est ça? Oui, complètement Brigitte, ouais. Et donc il y a ça, il y a eu le rejet des rapports sexuels et l'arrêt de la cigarette d'office par contre. Quand j'ai su que j'étais enceinte, là, j'ai arrêté d'office de fumer. Et vous avez repris après de la cigarette? Du tout, Brigitte. Bon. Et depuis, je ne refume plus du tout. Ouais. Très bien. Alors, je suppose que vous l'avez fait pour des questions de santé de votre enfant, d'arrêter de fumer. Ah oui, exactement. Mais en même temps, peut-être que justement, ce plaisir d'être enceinte et l'arrivée de cet enfant vous a permis de ne pas avoir envie de refumer. Là, ça montre bien combien la cigarette est en fait une compensation de quelque chose. Et qu'à partir du moment où on a une raison d'être ou une raison de faire, on va pouvoir décider d'arrêter complètement et sans véritable compensation. C'est-à-dire que non seulement vous avez arrêté le temps de la grossesse, parce que là, tout le monde au niveau médical et environnement vous le dit et devez vous le répéter, etc., et que vous le saviez vous-même, mais qu'après, une fois que vous avez eu votre enfant, il aurait tout à fait été possible que vous vous remettiez à fumer, comme ça arrive un certain nombre de fois. Or, pour vous, l'investissement que vous aviez mis, l'importance et la raison d'être de cet enfant et ce qu'il a apporté dans votre vie a été suffisante pour faire que vous n'ayez plus ce besoin de compenser quelque chose à travers la cigarette. Oui, complètement, oui. Puis j'avais besoin aussi, Monsieur Michel Odoul, d'avoir une éthique qui avait une continuité dans ce que je faisais, parce que je me disais effectivement j'ai arrêté pour entre guillemets pour préserver la santé de mon enfant, mais j'avais aussi envie de continuer à avoir cette éthique au niveau de l'éducation de mon enfant. De pas l'inciter à fumer parce qu'il vous aurait vu fumer? Exactement, Brigitte, oui, complètement, ouais. Donc j'entends quand même, Sabrina, que ce fils, c'est tout pour vous. Oui. Et ouais, mes 2 enfants ont été tout pour moi, Brigitte. Ouais. D'ailleurs, je dis pas que je le regrette parce que, j'ai énormément donné à mes enfants, un peu trop même d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai plus de contact avec eux et parce que c'est très difficile pour des raisons de séparation avec le papa. Ils sont sous emprise du papa. Et aujourd'hui, je souffre énormément bizarrement, je souffre plus de plus voir mes enfants, que de la situation personnelle que je vis. En fin de compte, cette absence d'eux me manque terriblement. C'est normal. Oui, sauf que dans ce que vous avez dit vous-même dès le départ, c'est à partir du moment où vous avez été enceinte, vous avez refusé tout rapport sexuel. C'est-à-dire qu'il y a eu à ce moment-là la signature de quelque chose qui était peut-être un processus inconscient, etc., mais qui a été le rejet de l'autre et le rejet du conjoint, et qui, à un moment donné, peut-être, et là je pose juste une hypothèse, mais à l'intérieur de lui-même a vécu et a ressenti ce rejet peut-être très mal, et l'a vécu comme une exclusion. Oui, ça, je peux le confirmer en ce qui les concerne, parce que il a eu ses propos. Oui, il me l'a dit effectivement qu'il a senti ce rejet. Bien sûr. Moi, j'ai été incapable de comprendre pourquoi il y a eu un rejet total. Bon, j'y travaille, hein, je vois un psychologue, j'essaie d'y travailler. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours pas de réponse, Monsieur Michel Odoul, bizarrement. Mais c'est quel rejet vous avez du mal à comprendre? Votre rejet de la sexualité quand vous étiez enceinte, ou le rejet de ce conjoint? Qui me touche, en fin de compte, Brigitte. Je refusais qu'il me touche, en fin de compte, qu'il s'approche de moi. Mais vraiment un rejet, quoi. C'était... Comme si, vous savez, il était là pour me donner la graine, et puis le reste, c'est moi et l'enfant. Oui, vous étiez toute seule à fabriquer cet enfant, et vous n'aviez plus besoin de lui. Oui, c'est un peu ça, effectivement. Ouais, c'est vraiment ce ressenti que j'ai eu, quoi. Ouais. Bon, après, effectivement, il y a eu aussi pas mal d'absence de sa part aussi. Hein. Ce processus d'exclusion et de rejet est quelque chose aussi qui a été perçu par les enfants.
Et dans la situation qui est la vôtre aujourd'hui, c'est vous qui vivez ce rejet de leur part. Et il y a un espèce de système qui s'était mis en place, alors qu'il y a eu effectivement peut-être un gigantesque quiproquo dans ce qui a été votre vie, dans ce qui a été votre relation de couple, et puis l'apparition de l'enfant. Il y a sans doute dans l'image que vous avez de la mère, puis l'image que vous avez de la femme, de l'éventuelle exclusion de l'une par rapport à l'autre, qui a fait qu'à partir du moment où vous étiez devenue mère, vous n'étiez plus femme, et que partant de là, donc le masculin et le mâle n'avaient plus de place et droit de cité dans votre vie. Mais la question finalement essentielle, Sabrina, est-ce que la sexualité vous intéressait avant même d'être enceinte? Non, Brigitte, ça ne m'a jamais intéressée. Donc il y a un rejet de la sexualité. Alors après, c'est là où il faut que vous arriviez à travailler. Est-ce que c'est un rejet de la sexualité ou est-ce que c'est une libido très faible? On parlait hier de la pulsion, hein, on a abordé la pulsion hier. Moi je pense que la pulsion sexuelle, elle est en chacun de nous. Après, elle est plus ou moins refoulée et peut-être qu'il y a quelque chose de très refoulé chez vous en ce qui concerne la sexualité. Alors elle a été utile pour être enceinte et puis après elle est plus utile. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, ouais. Mais donc ça maintenant, c'est à vous de comprendre, si vous avez envie, bien sûr, hein, c'est à vous de comprendre si c'est pourquoi elle a été autant refoulée, cette pulsion sexuelle. Ouais, j'y travaille là actuellement avec un professionnel. Mais il faut que vous fassiez la paix par rapport à votre histoire de couple, etc. Parce que vous voyez bien que cette séparation, qui n'a été que le résultat du rejet qui a existé, elle a des conséquences au-delà du couple lui-même, puisqu'elle a des conséquences dans les relations, ou du moins l'absence de relation que vous avez aujourd'hui avec vos enfants. Alors c'est tout à fait normal hein, que vous souffriez terriblement d'être séparé de vos enfants, puisque d'autant que ça a été votre moteur de vie. Hein, c'était votre conquête, oui. Mais il faut aussi comprendre votre moteur de vie à vous, qui quelque part a été complètement négligé. Et vous avez tout transféré sur vos enfants. Donc il y a ça aussi à comprendre. Qui vous êtes finalement? Qu'est-ce qui vous habite à part vos enfants? Il y a peut-être une étincelle là qui peut jaillir et essayer de la rendre plus concrète. Ouais, je vais y travailler, Brigitte. Je vais vous réécouter. Je vais y travailler. Oui, effectivement, je vais me poser cette question et essayer de détailler. Mais surtout, c'est avec vous-même qu'il faut vous réconcilier. Il faut vous sortir à nouveau de toutes ces traces et ces trames de culpabilité venues du passé, voire même peut-être en lien avec les images déjà que vous aviez avec vos parents de ce que pouvait être la relation du couple et le masculin. Et ensuite, il va falloir, bien sûr, cicatriser la blessure de la séparation. Non seulement en n'étant pas coupable de ce qui s'est passé, mais en assumant effectivement la responsabilité telle que vous l'avez dit assez clairement et assez sainement d'ailleurs, que effectivement vous vous rendiez compte que en dehors du moment où on vous a donné la graine, la relation n'avait plus de sens et de raison d'être. Mais ça, il faut l'accepter profondément. Et peut-être même, je ne sais pas quels sont aujourd'hui vos rapports, mais il faudrait peut-être en parler profondément, parce que je pense que votre conjoint, lui non plus, n'a pas compris ce qui s'est passé. Oui, Sabrina. Mais tout est possible. Hein. Vous en avez envie visiblement. Donc, l'important, c'est de commencer à marcher dans son chemin. Et puis, ce qui est important, c'est le chemin. Hein, c'est le chemin, c'est nommer les choses, c'est les accepter en tant que telles et en faire quelque chose. Merci en tout cas à Michel Oudoul de ces 2 heures que nous avons passées ensemble. Exceptionnellement, on a plutôt évoqué le désir d'enfant. On n'a pas parlé des maladies comme on le fait souvent, mais la prochaine fois on reviendra évidemment sur ce sujet. Mais en tout cas, je rappelle votre livre « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». C'est aux éditions Albin Michel avec quelques rajouts sur les maladies, notamment les maladies auto-immunes de plus en plus nombreuses aujourd'hui. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir et demain on parlera de santé sexuelle avec Yves Pslati.